Très bien. Donc, bonjour tout le monde. On va faire aujourd'hui un topo très intéressant. Moi, je pense que vraiment, il est super intéressant pour vous, votre pratique, notamment concernant donc les urgences abdominales et quel est l'apport de l'échographie. Et avant de commencer, je vais introduire sur Sahbi une notion ce qu'on appelle le fast echo. L'échographie aux urgences. Ça s'appelle, il y a un concept aujourd'hui qu'on appelle le fast echo. Le fast echo égale 6 coupes. On va les voir ensemble avant de démarrer la présentation. Qu'est-ce que ça veut dire fast echo? C'est une écho qu'on fait rapidement aux urgences pour détecter une urgence abdominale, pour détecter un pneumopéritonéal, pour détecter un épanchement péritonéal, pour détecter une urgence abdominale, une occlusion. Vous allez voir qu'on peut tout voir en échographie. Le pneumopéritonéal, l'occlusion, tout se voit en échographie. Nous, on a pris l'habitude ASP scanner. Vous allez voir qu'aujourd'hui, vous allez changer votre façon de faire. Vous allez commencer par une échographie, quelle que soit l'urgence. Et le fast echo, c'est quoi? C'est 6 coupes. Je vous les montre une à une et je vous dirai à quoi sert chaque coupe. La première coupe qui est maîtresse, c'est la coupe au niveau de la région de l'hypocondre droit et dont le principal objectif est de voir le biliaire et de voir la poche de Morisson. Poche de Morisson égale péritonite et les voies biliaires. Donc, hop. Je défrise. Si on peut éteindre la lumière, ça serait une bonne chose. Si on peut éteindre la lumière, on va mieux voir. Donc la première coupe, c'est celle-là. Ma sonde il est au niveau de la région de l'hypocondre droit. Et je cherche quoi? Je vais chercher... Attendez, la visibilité n'est pas bonne. Je vais réduire peut-être... Si on peut éteindre la lumière, ça serait une bonne chose parce que moi aussi, je ne vois pas bien ici. Je fais ça, je fais ça. Donc, vous voyez, l'objectif, c'est de voir cette coupe, celle-là. Donc, et je pense que cette coupe, que tout le monde la connaît, c'est une coupe très intéressante. Là, nous sommes à voilà. Donc, cette coupe, il faut toujours la chercher. Cette coupe, c'est pour voir l'espace inter-hépato-rénal. Et c'est une coupe aux urgences qui vaut de l'or. Parce que s'il y a le moindre liquide dans l'abdomen, il va partir là-bas. C'est la zone la plus déclive. Dès qu'il y a du liquide dans le ventre, cette coupe vaut de l'or. Et c'est une coupe que vous cherchez ici, au niveau de la région. Je vous la montre, c'est ici, à ce niveau-là. Malade en décubitus dorsal. Malade, il faut que le malade soit en décubitus dorsal pour que ça soit déclive. Ça, c'est la première coupe. Il est oblique. Il est oblique. Il prend le foie. Je descends au niveau presque du flanc. Je suis presque au niveau du flanc. Je descends la partie la plus basse et je... À la limite de l'hypocondre, exactement. Et je cherche le foie et je cherche le rein. S'il y a le moindre épanchement, je vais le voir à ce niveau-là. Ça, c'est la première écho dans ce qu'on appelle le fast echo. Deuxième coupe, c'est le côté inverse. C'est la rate. C'est pour chercher un épanchement sophrénique. Un malade qui a un épanchement, qui a une péritonite, il aura du liquide en sophrénique gauche. Un malade qui a un abcès sophrénique, c'est là, il faut le chercher. Donc, la même chose, si vous avez donc une urgence abdominale, c'est la deuxième coupe, et je vais vous la montrer, c'est la symétrie de la première coupe. Et on va chercher quoi? On va chercher la rate. Voilà. Zaïd, je suis en train de voir qu'est-ce qui se passe, le réglage. Malheureusement, les amis, les ingénieurs de machin, ils ne sont pas là. Voilà. Vous voyez la rate? Je vais réduire le gain. Je réduis le gain. Si je réduis le gain, ça va être pire. Donc, il faut que j'augmente le gain plutôt.
Et pour que ça vous donne Je pense que là, vous voyez mieux. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est l'équivalent. Il y a un grand problème. Voilà. Vous voyez le diaphragme en bas. Je vais vous montrer la flèche, elle est là. Le diaphragme ici. Et s'il y a du liquide, vous allez le voir en périsplénique. Toujours, ça va partir en périsplénique. Vous voyez la rate et le diaphragme en bas. Et s'il y a du liquide, on va le chercher en périsplénique. Cette coupe aussi, elle est toujours importante à faire aux urgences. Donc on fait, et ça demande rapidement, vous faites la première coupe, vous voyez le foie, le rein. La deuxième coupe, vous cherchez la rate et le diaphragme et vous cherchez un épanchement. Troisième coupe, c'est le Douglas. Très important. Là aussi, toutes les urgences gynécologiques, toutes les urgences abdominales, il y aura du liquide. GU rompu, Douglas plein de liquide. Péritonite, Douglas plein de liquide. Chaque fois que vous avez une urgence abdominale, le Douglas est à voir. Je vais vous montrer le Douglas. Le Douglas, on le chercheur de coupe transversale et sagittale. Je vous fais d'abord la coupe transversale. La vessie, elle est là. On voit la vessie. On voit les vésicules séminales. S'il y a du liquide, vous allez le voir ici et ici, sur la coupe trans. Donc, le Douglas, le pli péritonéal, il est à ce niveau-là. Il est à ce niveau-là. Il y a un épanchement. Vous allez avoir ici du liquide, là où il y a la flèche, et là, vous allez avoir du liquide. Et sur la coupe sagittale, vous allez voir que, je vais faire la coupe sagittale, le repli, ça va être à ce niveau-là qu'il faut chercher le liquide. Ici et là. Ça, c'est la coupe sagittale. Il va y avoir beaucoup de liquide ici. Un triangle. Vous allez voir ici un triangle noir. Cet espace péritonéal sera rempli par du liquide. Toujours dans cet ordre. Droit, gauche et la région. Maintenant, la troisième coupe, c'est quoi? C'est la gouttière paréitocolique. La quatrième, c'est la gouttière paréitocolique droite et la gouttière paréitocolique gauche. C'est toujours les zones déclives. Et la gouttière paréitocolique droite, on va aller au niveau du flanc. C'est une coupe comme ça, ici. Je la fais comme ça, au niveau du flanc. La partie la plus déclive. C'est ici. Et qu'est-ce que je vais avoir? Vous voyez le côlon transverse. Le côlon ascendant, il est là. Le côlon ascendant, il est là. Et s'il y a du liquide, je vais le voir ici. C'est à ce niveau-là. Je vous laisse regarder. Vous voyez le côlon, il est là, il est à la paroi. Ici, il vient à la paroi. La ligne que vous voyez ici, cette ligne, c'est le péritoine. Cette ligne, c'est le péritoine pariétal. Cette ligne, hadi, c'est le péritoine pariétal. Ici, c'est le côlon. Entre le péritoine pariétal et le côlon, c'est vide. S'il y a quelque chose, il va y avoir du liquide. Ça, c'est la coupe sur la gouttière paréitocolique. Je la reprends, vous la voyez, elle est là. Ah, c'est très joli, là, c'est très joli. Regardez ma ligne. Mon péritoine pariétal, c'est la ligne que vous voyez ici. Et le côlon ascendant, il est là. Et entre les deux, c'est vide. Ça va être sous forme de canal? C'est du liquide, c'est hypoécogène. Il va remplir cet espace et il va décaler le côlon. Et vous allez trouver du liquide entre le péritoine pariétal et entre le côlon ascendant. Et la même chose du côté gauche, c'est la gouttière paréitocolique gauche. Je vais vous montrer la gouttière paréitocolique gauche. C'est le côlon descendant exactement. Et vous allez voir la même chose. Je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez, il y a du liquide dans le côlon. Ici, c'est normal. Mais je vais vous montrer. Voilà, je cherche. Vous voyez le côlon? Ici, le côlon, il y a un peu de stase. Vous voyez, ça bouge. Vous le voyez, il bouge, le côlon ascendant. Il est en train de bouger, vous le voyez? Il y a du liquide, il est en train de bouger. Mais il est accolé à la paroi. Et vous allez voir que les gouttières paréitocoliques, on le cherche avec quoi? Avec une sonde linéaire. On voit mieux, vous allez le voir. Ça, c'est la coupe convexe. Donc,
Bakalia, d'abord je suis à la 5e coupe, Baka la 6e coupe. La 6e coupe, c'est la région épigastrique pour chercher la péricardite, la tamponnade et tout ce qui est complications, tout ce qui est urgence vasculaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est au niveau de la région épigastrique, c'est la dernière coupe. C'est pour les urgences vasculaires, c'est-à-dire anévrisme, rupture d'anévrisme, péricardite aiguë et dissection de l'aorte. Et tout ça, je vous montre les images, j'ai des vidéos, j'ai tout ce qu'il faut, vous allez les voir. Mais je vous montre la coupe, comment chercher ça. C'est au niveau épigastrique et je regarde le thorax. Région épigastrique et je regarde le thorax. On fait ça, à peu près 30. Le plus important, c'est de trouver les cavités cardiaques pour voir le péricarde. Mais généralement, c'est comme ça qu'on fait. La sonde, elle est comme ça au niveau de la région épigastrique. On voit tout. Vous allez voir, on voit tout. Je vais essayer. Hop. Voilà. 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 Vous voyez les cavités cardiaques? Voilà. Ça serait mieux si on avait une sonde mécanique, mais vous tournez. تدور على الجنب وطلع نفس مزيان. Voilà, ça c'est le cœur. Vous voyez le cœur? Et ça, on voit les 4 cavités, on les devine. C'est le septum et le péricarde, c'est ici. Pardon, je vais revenir. Voilà le péricarde. Le péricarde, c'est cette ligne. Et le péricarde, il est généralement libre. Encore. Vous voyez le péricarde? Entre le foie gauche et le cœur, il n'y a rien. Entre le foie gauche, il faut toujours chercher ici. Entre le foie gauche et le péricarde, c'est vide. S'il y a du liquide, vous allez le voir ici. Ça, c'est la péricardite. Vous aurez un épanchement liquidien à ce niveau-là. Bien sûr, l'aorte, vous savez la chercher, c'est une coupe sagittale, elle est là. Vous voyez mon aorte? Je suis en coupe sagittale. Pour l'aorte, je fais ça. C'est une coupe sagittale. Je vous montre, voilà. Avec bien sûr la sortie de l'artère mésentérique. Vous voyez l'artère mésentérique qui sort, elle est là, l'artère mésentérique supérieure. Je vous la montre. Ça, c'est l'artère mésentérique supérieure. Ça, c'est le transcéliaque. Et ça, c'est l'aorte abdominale. Le diamètre de l'aorte ne doit pas dépasser 3 cm. Dès qu'il dépasse 3 cm, c'est un anévrisme. Diamètre supérieur à 3, anévrisme. Et l'anévrisme, lui aussi, c'est une urgence. Je vais vous montrer les images. Exact. Donc là, on voit le transcéliaque. Vous voyez la sortie du transcéliaque et de l'artère et l'aorte. Voilà, c'est ça le fast écho. On a terminé. Ça s'appelle fast écho. Ça demande 5 minutes pour qu'il fait. C'est fait aux urgences. Oui. On voit des fois même pour les pleurésies. Oui. La pleurésie, pour la voir, c'est comme ça, madame. Je vous montre la pleurésie. C'est ici. La pleurésie, c'est ici. Regardez. Et je vous montre, Attendez. Non, c'est en intercostal, carrément. C'est carrément en intercostal. Et l'objectif, c'est de trouver le diaphragme. La pleurésie, c'est ici. Et là, s'il y a du liquide, vous allez le voir ici. Vous voyez, ça, c'est le rachis. Et le diaphragme, une bonne inspiration. Je mets un peu de gel, j'ai plus de gel. Voilà. Je vous montre tout de suite, il y a un peu d'air. Voilà. Pour voir la pleurésie, il faut absolument voir le diaphragme. Cette ligne, ici, qui est le diaphragme, vous aurez ici un triangle et c'est plein de liquide. C'est la pleurésie. Pour le diaphragme. Le haut est par là, le bas est par là. Ça, c'est le foie. Ça, c'est le thorax. Le thorax, il est par là. S'il y a du liquide, on va le trouver ici. La pleurésie, vous cherchez le liquide ici. Je reprends. Donc, je vais aller là-dedans. Voilà. Je vous montre tout de suite. Il y a beaucoup d'air, c'est pas grave. Encore. On va le chercher de l'autre côté, c'est mieux. Je trouve que j'ai le frein.
On peut le chercher, la pleurésie, on peut la chercher des deux côtés. Je vais revenir à droite. Non, je reviens à droite, c'est plus simple. Voilà. Vous voyez le diaphragme? La ligne hyperéchogène. C'est ici. Le liquide s'il y a du liquide dans la plaire, vous allez voir ici, c'est une structure, plein de liquide. C'est un triangle, toujours. C'est un triangle comme ça. Donc, en haut du diaphragme. Non, je ne sais pas, les techniciens ne sont pas là, mais ce n'est pas grave. Il faut que le malade soit en décubitus dorsal pour que le liquide descende. Comment? C'est bien sûr, de faire l'inspiration. C'est toujours, je suis parfaitement d'accord, il faut toujours demander au malade de faire une inspiration. Vous voyez le diaphragme? Le diaphragme, il est là. Il y a beaucoup d'air. Expirez plutôt. C'est l'inverse. Expirez plutôt, c'est mieux. Voilà. Vous voyez le diaphragme? Je le vois très bien maintenant. Vous voyez? Ah, ça, c'est très joli. Vous allez trouver le liquide là où il y a la flèche. Vous voyez ma flèche? Vous allez trouver, s'il y a de la pleurésie, vous allez trouver cette partie-là, noire, avec renforcement postérieur. Le malade a une pleurésie. Je vais vous montrer des images. C'est ça le fast echo, c'est 6 coupes. 1, 2, 3, 4, et chaque coupe est destinée à trouver quelque chose. Et on va voir maintenant le pathologique. الله يحفظك. نشكر هذا الشاب اللطيف تطوع. راهو مهندس انفورماتيك هو اللي مقاد الكونغري وجاي دار لنا مانكان. ما عندك ما تسالو الله يحفظه. ما عنده والو لاباس عليه خصو ياكل مزيان. سيدي شويه الريجيم. ياك. Très bien, donc on va. سمعتي اش قال لك؟ قال لك دوز عند التريزور باش تخلص، اما كان خصو يخلصك. هو اللي خلصني. راك يعطوهم 300 درهم. هو اللي غيخلص. قال لك انت خصك تخلص. Donc, on doit terminer à 10 heures, c'est ça. Donc nous aurons 1 heure, 1 heure et quart pour faire ce topo. Et vous allez voir que l'échographie peut faire le diagnostic de toutes ces maladies que vous avez ici. Croyez-moi, je vous parle avec beaucoup de sincérité. L'échographie est capable d'évoquer le diagnostic devant toutes ces pathologies. Et c'est les principales urgences abdominales. Et chaque urgence abdominale a un aspect échographique. Je vous demande de retenir ces aspects. Sachez que les urgences abdominales, c'est dans 80% une cause médicale. Et dans 20%, c'est une cause chirurgicale. Et chaque fois que c'est une cause chirurgicale, un malade doit être opéré dans 8 fois sur 10. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelque chose de sérieux. C'est-à-dire, si le malade sort et vous ratez le diagnostic, il est cuit. Et c'est vraiment, dans les pathologies chroniques, on peut revoir le malade. Mais si tu lâches le malade, tu ne le revois plus. Il partira se faire opérer ailleurs et peut-être il mourra. J'ai trouvé quelques statistiques que je trouve intéressantes. La première, c'est celle de l'hôpital Ibn Sina, les urgences de l'hôpital Ibn Sina. C'est une thèse de 2019. Voilà les principales urgences qui viennent à l'hôpital Ibn Sina. Appendicite, c'est 26% des urgences abdominales. 26%, le quart. Les occlusions, c'est 11%. Les péritonites, c'est 10%. Donc, vous voyez, appendicite, occlusion, péritonite, c'est presque la moitié des urgences. Et vous avez les urgences biliaires, cholécystite, angiocolite. Ça représente 10%. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, c'est presque 60%. Les pancréatites, c'est 10% quand même. Les cholécystites, 5%. Les pyélonéphrite, c'est quand même 4,5%. Les GU, c'est 2,7%. Les torsons de kyste, les abscesses du foie, c'est 1%. Et les infarctus de myocarde à projection abdominale. Je ne traiterai pas aujourd'hui les urgences, les douleurs abdominales aiguës d'origine non abdominale. Il y en a. Et ça, il faut les connaître. C'est un topo qu'on pourra faire un jour si vous voulez. À Innsgen, c'est une thèse, 1182 urgences. C'est un hôpital régional pour vous dire comment ça se passe au niveau central et au niveau régional. L'appendicite, c'est la moitié.
les cholécystites, les angiocolites 35%, les occlusions 5%, les péritonites, les hémorragies, les hernies et les pancréatites. Voilà les principales urgences à un hôpital régional de Nizeguen. Au niveau mondial, 60 000 urgences abdominales. 60 000, hein, c'est vraiment énorme. Ça, c'est l'Organisation mondiale. Et appendicite, c'est 24%, ça rejoint les statistiques de l'hôpital Ibn Sina. Les cholécystites en deuxième, les urgences gynécologiques, les occlusions, les coliques néphrétiques, les perforations, les pancréatites, les diverticulites, les ischémies mésentériques et les douleurs abdominales non spécifiques. Et vous voyez les statistiques, bien sûr, européennes. C'est juste pour vous donner une idée. Les urgences, ça varie en fonction de l'âge. Et je voudrais que vous remarquiez ça. Regardez, s'il vous plaît, ici. Si vous voyez les douleurs d'origine biliaire, 6% chez les sujets moins de 5 ans, 21% chez les plus âgés. L'appendicite, 32%, c'est plutôt le sujet jeune, beaucoup plus que le sujet âgé. Les occlusions, c'est le sujet âgé, beaucoup plus que le jeune. Donc l'âge du malade, tawa, il oriente vers une cause. Les pancréatites, sujet âgé. Les diverticulites, et vous voyez que lorsqu'on a diverticulite, cancer, hernie, les sujets jeunes, c'est presque 0. Et c'est surtout le sujet âgé. Donc, l'âge, il est très évocateur de telle ou telle urgence. Si un sujet âgé, je penserai beaucoup plus, s'il a une occlusion, je penserai beaucoup plus à un cancer. S'il a une douleur à gauche, je penserai beaucoup plus à une diverticulite, parce que, vous voyez, les étiologies diffèrent en fonction de l'âge du patient. C'est important. Donc l'âge, il oriente vers telle ou telle étiologie. C'est juste une introduction. Le plus important ici, c'est les aspects échographiques. Et je voudrais ici vous montrer comment faire aux urgences. Un malade qui vient aux urgences, il faut que je sache une douleur abdominale, est-ce qu'il y a une urgence ou pas? Et comment je vais savoir s'il y a une urgence? C'est la fréquence cardiaque. Un malade qui est tachycarde, un malade qui est polypnéique, attention, c'est méchant. Une douleur qui est accompagnée à une tachycardie, une douleur qui est accompagnée à une polypnée, une douleur qui est accompagnée à une sensibilité abdominale, à une instabilité hémodynamique ou de la fièvre. 3 choses. La fréquence cardiaque, le pouls, la tension artérielle et la température. Si le malade est tachycarde, polypnéique, fébrile, il y a une urgence abdominale. Une douleur sans tachycardie, une douleur sans fièvre, une douleur sans polypnée, je ne dis pas que ce n'est pas une urgence, mais c'est moins sérieux, c'est moins grave. Et bien sûr, vous allez voir, on fait une NFS, une CRP, et on fait une échographie abdominale. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer de cette échographie et quelles sont les images à retenir. Ça, c'est un papier qui vient d'être publié. 80% des malades qui passent par les urgences auront une écho. C'est un examen qui est presque fait maintenant, de manière systématique, et tous les services des urgences aujourd'hui, il doit y avoir un échographe. D'ailleurs, tous les services des urgences aujourd'hui, vous trouvez un échographe dans le service et qu'on peut mobiliser. Voilà le fast écho dont je vous parlais, ce qu'on a fait chez notre malade. Le fast écho, c'est ça. Une première au niveau de la région épigastrique pour voir le vasculaire, le péricarde et l'aorte. Une coupe au niveau de la région de l'hypochondre flancé pour voir le morrisson et aussi la plèvre droite, la plèvre gauche et le sophrénique, la gouttière pariétocolique droite, la gouttière pariétocolique gauche et le Douglas. C'est ce qu'on a vu chez donc, notre ami. Maintenant, quel est l'apport de cette fast écho? Est-ce qu'il est, regardez qu'il est capable de faire le diagnostic de la pathologie biliaire, pathologie rénale, pathologie intestinale, pathologie appendiculaire avec une sensibilité, une spécificité qui est respectable. Respectable. C'est presque 80 à 90%. Il ne va pas rater les urgences si l'échographie est bien faite. Donc, l'échographie est un excellent outil pour faire le diagnostic. Maintenant, on va voir les images. Voilà les images que je vous ai montrées pour l'espace interhépatorénal. C'est pour voir s'il y a un épanchement. Voilà le Douglas chez une femme. L'utérus, elle est là. S'il y a du liquide, il faut le chercher ici. Ça, c'est le cul-de-sac de Douglas. C'est cette ligne hyperéchogène. Cette ligne hyperéchogène que vous voyez ici, voit le Douglas. S'il y a du liquide, il va partir ici. Il va remplir cette partie. Vous n'allez plus avoir ce trait blanc, vous allez avoir du liquide ici. Ça, c'est une coupe sagittale. C'est une coupe sagittale. Voilà du liquide dans le Douglas, sur une coupe transversale. Voilà
l'utérus, voilà la vessie et voilà l'épanchement. Si vous voyez ça chez une femme qui a une douleur, attention, c'est du sérieux. Il y a un épanchement dans le Douglas. La coupe transversale, le liquide, vous allez le voir ici. La coupe sagittale, le liquide, vous allez le voir ici. Voilà le morissant. L'espace interhépatorénal. Un malade qui a une douleur aiguë, vous faites l'écho, fast écho, et vous trouvez cet aspect, le malade doit être hospitalisé, vous devez appeler le chirurgien. Il y a un problème. Un hémopéritoine, perforation d'organes creux, perforation de la vésicule biliaire, devant un abdomen aigu et du liquide dans le morissant, tout dépend du siège de la douleur, et c'est souvent une péritonite, soit par perforation d'organes creux, soit par perforation d'organes pleins. Le malade ne quittera pas votre cabinet où il aura une lettre de référence rapidement aux urgences de l'hôpital le plus proche. On voit de l'autre côté aussi. Ici, c'est le soufrinique. Vous voyez, de l'autre côté, c'est l'équivalent du Douglas. Le diaphragme, il est ici, la rate, il est ici, et vous aurez le liquide entre la rate et le diaphragme. C'est le malade est fébrile, c'est un abscesse sophrénique. Le malade est choqué, c'est un hémopéritoine. Le malade se défend, il a une contracture, c'est une péritonite par perforation d'organes. En fonction du contexte clinique, vous allez dire c'est du sang, c'est du pus, c'est quoi? Mais dans tous les cas, le malade a un ventre chirurgical. Le malade doit être hospitalisé et opéré. Ça, c'est le sophrénique. C'est la deuxième coupe du fast écho. Le pneumopéritoine. Comment on cherche un pneumopéritoine en échographie? On a toujours dit que le pneumopéritoine, c'est l'ASP, c'est le scanner. Non, c'est faux. L'échographie voit le pneumopéritoine dans 98% des cas. Comment on cherche un pneumopéritoine? Le pneumopéritoine, pour le chercher, vous savez, entre le diaphragme et le foie gauche, il n'y a pas d'air. Le foie est accolé au diaphragme. Entre le foie, ça c'est le diaphragme, le foie, il est accolé. S'il y a du liquide, s'il y a de l'air dans le péritoine, il va se localiser entre le diaphragme et le foie gauche. Regardez toujours à gauche de la vésicule biliaire. Cherchez la vésicule biliaire, regardez à gauche de la vésicule biliaire. À gauche de la vésicule biliaire, c'est le segment 4. Il est toujours accolé au diaphragme. La première, ici. Vous voyez la vésicule biliaire? Cette image, ce qu'on appelle, vous pouvez l'appeler queue de comète, mais c'est un artefact où vous avez des lignes horizontales parallèles. Des lignes, c'est ce qu'on appelle l'image harmonique. Des lignes horizontales parallèles, théoriquement, ici, nous avons le foie, nous avons la vésicule biliaire, ça c'est le segment 4. Il ne doit pas y avoir d'air ici. C'est vide, il n'y a pas d'air entre le foie et le diaphragme. Il n'y a pas d'air. Et lorsque vous voyez cette image, hyperéchogène avec plusieurs lignes qui descendent jusqu'à la partie basse de votre écran, ça, c'est du pneumopéritoine. C'est l'aspect typique et pathognomonique d'un pneumopéritoine, ce qu'on appelle l'image harmonique. Une image harmonique qui va balayer le foie depuis sa partie antérieure jusqu'à sa partie postérieure, c'est un pneumopéritoine. Il est énorme, regardez, le foie il est complètement refoulé, et ça c'est de l'air. Ici, c'est le diaphragme, le foie est complètement refoulé. Il est complètement refoulé par quoi? Par de l'air. Voilà encore de l'air entre la paroi et le foie, et ça c'est minime. Mais retenez s'il vous plaît cette image. Cette image de ligne parallèle interposée entre la paroi antérieure et le foie, c'est un pneumopéritoine. Et généralement, vous allez voir le malade, c'est un malade qui a une douleur atroce. N'oubliez pas le contexte clinique. Le contexte clinique est important. Donc le pneumopéritoine, c'est l'aspect typique et c'est l'image qu'il faut chercher. Voilà encore une autre image de l'air à ce niveau-là. On ne trouve jamais de l'air entre le foie et la paroi antérieure de l'abdomen. S'il y a de l'air entre le foie et la paroi antérieure de l'abdomen, c'est qu'il y a un pneumopéritoine. Avec la sonde linéaire, on le cherche mieux. Au niveau, bien sûr, vous allez avoir vous voyez ces lignes parallèles, بحال un pen, بحال المشطة. بحال un pen, بحال المشطة. Vous voyez, c'est un phénomène, c'est un artefact physique, et si vous le voyez, donc il y a de l'air ici et qui se répète donc en profondeur. Ça, c'est l'aspect d'un pneumopéritoine. Ici, c'est au niveau de la région du flanc.
C'est au niveau de la gouttière paritocolique, il y a au niveau du flanc. Donc on peut voir un pneumopéritoine à l'écho. Si le contexte clinique, vous avez un malade qui a de la douleur et vous voyez ce genre d'image, attention, c'est un pneumopéritoine. La sensibilité de l'échographie pour faire le diagnostic d'un pneumopéritoine est de 85% et la spécificité est de 100%. Regardez ici, 40%, 40 malades sont présentés pour une péritonite, perforation d'organes. L'échographie a fait le diagnostic à l'admission dans 34. On a raté seulement 6, on n'a pas vu de pneumopéritoine parce qu'il était minime. Donc c'est énorme, vous avez pu faire le diagnostic de perforation d'organes creux par l'échographie chez 36 malades sur 40. Et aucun malade qui n'a pas de perforation, on a trouvé une main. Donc la spécificité est de 100%. La sensibilité n'est pas de 100%, il est seulement de 85% parce qu'on a raté 6 sur 40. Mais on a quand même fait le diagnostic de 34 pneumopéritoines sur 40 par l'échographie. Donc l'échographie est un outil intéressant pour faire le diagnostic de pneumopéritoine dans votre cabinet. Vous n'avez même pas envoyé le malade en radiologie, dans votre cabinet. Un malade, il a mal, vous faites votre coup de sonde, vous trouvez de l'air entre le segment 4 et la paroi. Cette image assez caractéristique de ligne horizontale parallèle qui va parcourir votre écran. Ça, c'est ce qu'on appelle donc le signe côte-comète ou ce qu'on appelle l'image harmonique. Et les pathognomoniques d'un pneumopéritoine, le malade a perforé un organe creux. L'occlusion. L'occlusion, c'est très facile en échographie. Croyez-moi, très facile en écho. Vous faites une écho, il ne faut jamais faire les coupes ici. Ici, vous allez avoir de l'air. Jamais. Ne mettez pas la sonde ici. Vous allez voir que de l'air. Il faut mettre la sonde sur les flancs. Là où il y a le liquide qui est l'air qui est là, il faut qu'on ait le liquide, mais l'air. Si je fais ici, l'air va être un écran. Donc, je ne vais rien voir. Donc, mettez la sonde sur les flancs. Mettez la sonde sur les flancs pour avoir ces images. Mettre la sonde ici et ici. Vous pouvez faire la sonde ici, mais vous aurez peu de chance. Pour voir l'occlusion, mettez la sonde ici, sur les flancs. Pourquoi? Parce que vous aurez du liquide. Ici, vous aurez plutôt de l'air. Vous n'allez rien voir. Si vous voyez ça, et généralement, ça bouge. Ça bouge. Ça lutte, parce qu'il y a un obstacle. Ça lutte. Une autre image, et je vous montre cette image. C'est une jeune qui s'est présentée pour une douleur abdominale diffuse avec un arrêt de matière et des gaz. Et vous allez voir, c'est une sonde linéaire, bien sûr. Et vous allez voir que là, qu'est-ce qu'on a? On a une anse grélique très distendue. Vous la voyez? Elle descend de là jusque là. Je vais avancer parce que, vous voyez, l'anse, elle est très distendue. Ça, c'est le panicule adipeux. Ça, c'est le muscle droit de l'abdomen. Ça, c'est le péritoine pariétal. C'est une sonde linéaire haute fréquence, 12 MHz. Je trouve une anse très distendue. Je trouve de l'intestin normal. Et entre les deux, je trouve une disparité de calibre. Ici, c'est de l'intestin normal. Et c'est de l'intestin très distendu. Vous voyez? Donc, je continue. On va zoomer. Vous allez voir ici que ça bouge, c'est-à-dire que c'est de la stase intestinale en amont. On a zoomé, vous voyez? Il y a de l'air. Et vous voyez la paroi qui est bonne ici. On voit très bien la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. Et là, on tombe sur de l'air ici. Et la disparité de calibre, elle est là. C'est une occlusion sur bride. C'est une occlusion sur bride. Donc, et comment on a fait le diagnostic? C'est la disparité. La stase ici, l'intestin normal, la stase ici, l'occlusion, l'obstacle, il est à ce niveau-là. Deuxièmement, je vous montre ce malade que j'ai enregistré il y a 2 jours. C'est un malade qui a une carcinose péritoniale sur cancer du pancréas. Il vient avec douleur. Regardez-moi cette anse, comment il est descendu. Vous voyez les mouvements browniens? Vous allez voir. Il y a une stase intestinale très importante. Ça lutte, mais ça ne passe pas. Ça lutte, mais ça ne passe pas. Vous voyez? C'est de la stase. C'est des aliments avec des sécrétions digestives. Vous voyez ça, c'est des aliments. On mesure, vous voyez la paroi, la
la sous-muqueuse, la musculeuse et la séreuse. Et regardez la lumière, elle est très distendue, il fait 3,5. En principe, un intestin, la lumière ne fait pas 3 cm, il fait moins d'1 cm, il est virtuel, c'est 5-6 mm. Ici, c'est 3 cm et demi. L'intestin grêle est monstrueusement dilaté. Donc, et on cherche l'obstacle et on va aller le chercher. Vous voyez la stase, regardez-moi la stase, regardez cette stase, regardez ce qu'on appelle les mouvements browniens. Ça lutte, ça lutte. Lorsque vous voyez des images comme ça sur un intestin, il est en occlusion ce malade. Vous voyez que ça passe pas. L'intestin essaye de pousser pour que ça passe pas. Vous voyez, ça passe pas. C'est ce qu'on appelle des mouvements browniens. Si vous avez une stase intestinale, vous voyez, c'est très joli. Ça passe pas du tout. Vous avez fait le diagnostic de l'occlusion. Vous avez fait le diagnostic de l'occlusion. À l'écho, c'est fini. Maintenant, pourquoi il fait une occlusion, ce malade? On peut même faire le diagnostic à l'écho. Regardez le liquide qui passe des deux côtés. Là, je vais avancer. Vous voyez, ça, c'est le jejunum. C'est l'aspect en feuille de fougère. Ça, c'est l'aspect typique du nonce jejunal. L'ilion, le plissement, il est longitudinal. Dans le jejunum, le plissement, il est en feuille de fougère. Lorsque vous voyez cet aspect, c'est le jejunum. Et lui aussi est distendu. Regardez, c'est un jejunum qui lutte, le pauvre. Regardez, ça lutte. Il veut s'évacuer, mais il ne trouve pas. Donc, il y a un obstacle au niveau distal. L'obstacle n'est pas jejunal. L'obstacle est ici au niveau ilial. Donc, vous voyez les mouvements browniens, ça, c'est l'occlusion. Si vous voyez ça, c'est l'occlusion. Ça, c'est l'occlusion. Vous voyez, c'est l'aspect typique d'un feuille de fougère. Et je vais continuer à suivre. Et vous allez voir, on arrive à la zone malade, c'est celle-là. Lorsqu'on suit, voilà, on va suivre ce grêle, on le suit, on va le suivre, c'est une anse, on la suit. Je la prends, je ne lâche pas. Et hop, je trouve la région où il y a la tumeur. Vous voyez? Il n'y a plus de paroi, c'est un épicissement tumoral. Et c'est de l'infiltration par la carcinose qui est à l'origine de cette occlusion chez ce malade. Malheureusement, on ne pourra rien faire, c'est de la corticothérapie. J'espère qu'il ira mieux, ce cortico. Vous voyez, la paroi qui est tumorale, la paroi, il n'y a plus de couche, l'aspect millefeuille. Et c'est vraiment un aspect hypoécogène et avec une lumière qui est très réduite. On voit très bien l'infiltration tumorale de la paroi du grêle et là, c'est la cause de l'occlusion chez ce malade. Donc, pour résumer, l'occlusion, c'est quoi? C'est 3 signes. 1, c'est une stase intestinale très importante. C'est des anses dilatées. C'est des anses qui luttent contre un obstacle, mais ils n'arrivent pas à se vider. Vous faites votre diagnostic d'occlusion et c'est important. J'arrive à la 3e urgence qui, elle, est mortelle. Regardez, l'ischémie aiguë-mésentérique. L'ischémie aiguë-mésentérique, vous faites le diagnostic avant 2 heures. Dans les premières 12 heures, vous aurez une survie à 84%. Vous allez sauver 84% de vos malades. Si vous faites le diagnostic à 24 heures avec 1 jour de retard, mortalité 90%. Mortalité 90%. Seulement 11 malades vont pouvoir être sauvés. Si vous faites le diagnostic au bout de 48 heures, 98% de mortalité. Tout le monde mourra. L'ischémie aiguë-mésentérique, c'est une course contre la montre. Je vais vous dire comment il faut faire le diagnostic. L'ischémie aiguë-mésentérique doit être toujours un diagnostic présent dans votre esprit. Chaque fois que vous avez un malade qui est présent toujours avec une douleur abdominale aiguë, avec un examen négatif. C'est comme la pancréatite. C'est un tonnerre dans un ciel serein. Une douleur atroce. Vous examinez, abdomen souple, il n'y a pas de péritonite. L'abdomen est souple. Il peut être un peu météorisé. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir... L'intestin ne contracte plus. Apéristaltisme. Et vous faites le stéthoscope, il y a un silence abdominal. Il n'y a plus de péristaltisme. Sur un terrain à risque, âgé ou vasculaire, vous devez avoir ce diagnostic en premier. Et on fait l'échographie rapidement. Je vais vous montrer ce que vous allez chercher, parce qu'il y a des signes pathognomoniques de l'ischémie. Je dis bien pathognomoniques de l'ischémie, notamment un signe, si vous le trouvez, c'est une ischémie. Et bien sûr, le scanner doit être fait, l'angioscanner doit être fait dans l'immédiat. C'est sûr, c'est l'angioscanner, madame, vous avez raison, un angioscanner abdominal.
Ce n'est pas une IRM, c'est un angioscanner. Ici, l'IRM ne vaut rien avec le scanner. Donc, lorsque vous suspectez l'ischémie, ce n'est pas l'IRM abdominal, c'est l'angioscanner. Mais un coup de sonde fast écho vous donnera le diagnostic et je vais vous montrer les images. Vous voyez, c'est le scanner, c'est les recommandations américaines, c'est le scanner et non pas l'IRM. C'est le scanner, vous suspectez une ischémie aiguë, le malade descend au scanner tout de suite. On ne rate pas une seconde, tout de suite, parce que c'est une course contre la montre. Vous faites votre geste avant 6 heures, le malade est sauvé. Vous faites votre geste avant de 12 heures, il y a une mortalité qui dépasse les 10 à 20%. Vous traînez, la mortalité atteindra les 90% malheureusement. Quels sont les signes échographiques? Absence de péristaltisme, épaississement de la paroi, épanchement péritonéal parce qu'il y a une souffrance, gaz dans la paroi, de l'air dans la paroi intestinale, ça c'est de la nécrose déjà, c'est plus d'ischémie, c'est de la nécrose. L'air dans le système porte, l'aéroportie, c'est de la nécrose. Et le pneumopéritoine, c'est la perforation, le malade a déjà perforé. Voilà le premier signe, c'est l'épaississement. Paroi, stase intestinale parce qu'il n'y a pas de péristaltisme, et l'épaississement de la paroi. Vous faites la sonde linéaire, comme ce que je fais, la lumière, elle est là, et l'épaississement, elle est là. La paroi est épaissie, il dépasse 3 mm. La paroi intestinale, ici, il fait 1,5 cm. Épaississement de la paroi chez quelqu'un qui a un terrain vasculaire, attention à l'ischémie mésentérique. Mais le signe le plus important, c'est celui-là. Regardez, c'est de l'air dans la paroi. Vous voyez les points hyperéchogènes? Donc c'est une stase intestinale, c'est normal parce qu'il y a un apéristaltisme, l'intestin ne contracte plus. Ce n'est pas comme le malade de tout à l'heure qui a l'occlusion, parce que l'intestin est en forme, il lutte. Un intestin malade, il ne reçoit pas le sang, donc il n'a pas de gasoil, et donc il ne peut pas rouler. Donc c'est un intestin qui ne contracte plus, il est atone. Alors que dans l'occlusion, l'intestin est hyperspasmodique, il veut éliminer ce qu'elle contient. Ici, il ne peut pas parce qu'il n'est pas vascularisé. Il est atone, apéristaltique. Donc l'apéristaltisme, la stase, l'épaississement de la paroi et la présence d'air dans la paroi. Et bien sûr, on peut avoir un épanchement. Vous voyez l'épanchement, parce qu'il y a une souffrance. Il y a une souffrance de la paroi, donc il va y avoir du liquide. Si vous mettez une aiguille ici, le liquide que vous allez retirer est toujours sérohématique. C'est comme ça que je connais, moi, l'infarctus ou l'ischémie. Dès que je vois qu'il y a une douleur, je fais l'écho, je trouve un apéristaltisme, je trouve du liquide, je mets une aiguille. Avec comme une intramusculaire, je rentre, j'aspire. C'est rouge. Allez, on descend au bloc tout de suite. On fait un scanner si on peut, sinon on descend au bloc tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est en train de nécroser son intestin, il faut aller couper. Et le signe le plus important, c'est l'air dans le foie. Si vous trouvez de l'air dans le foie, chez quelqu'un qui a un abdomen aigu, de l'air dans le foie, il est dans les branches portales, il n'est pas dans les branches. Ce n'est pas une aérobélie, c'est une aéroportie. Ce n'est pas une aérobélie, c'est une aéroportie. Mais un malade qui a mal, et je fais l'écho, je trouve des anses apéristaltiques, distendues, avec ou sans épanchement, et je trouve dans le foie des images hyperéchogènes, c'est une aéroportie, c'est un monsieur qui est en train de nécroser sa paroi intestinale. L'aéroportie, je vous montre d'autres images d'aéroportie flagrantes. Vous voyez, c'est de l'air partout dans le foie. Un malade qui a un abdomen aigu, anse apéristaltique, distendu avec stase et avec de l'air dans le trompe-porte ou dans le parenchyme, dans les branches intrahépatique, c'est une urgence 1000 croix. Le malade est en train de nécroser, vous aurez ça. Si vous ouvrez le malade, vous allez trouver ça. Ici, c'est de l'ischémie, mais ici, c'est déjà de la nécrose. Ici, on peut revasculariser. Ici, on va couper. Parfois, malheureusement, on ouvre et on ferme. Si on trouve tout est noir, vous n'allez pas enlever le grêle, il n'y a pas de vie sans grêle. Imaginez que des fois, je vous jure, que je suis descendu au bloc avec des malades, on ouvre et on ferme. Le malade, il monte, 12 sa'a, rahimallah. L'ischémie mésentérique aiguë est une urgence catastrophique. Soit que vous sauvez le malade, le diagnostic est fait rapidement, soit que le malade est mort. Et le diagnostic, c'est l'écho-angioscan. L'écho, c'est la stase, la péristaltisme, l'épaississement de la paroi,
le gaz dans la paroi, le gaz dans le foie. Ça, si vous l'avez, vous avez fait le diagnostic. Et dans tous les cas, vous allez faire un angioscanner et le malade doit descendre au bloc. Donc retenez, chez 5 signes échographiques de l'ischémie aiguë mésentérique, c'est un coup de sonde, c'est une fast écho et il est très informatif. Plein d'informations, plein d'informations. Ça bouge, vous allez voir que ça bouge. C'est de l'air, ça bouge. La différence entre... C'est une bonne question. Comment faire la différence entre décalcification et de... Les calcifications, il y a un camp d'ombre. L'aéroportier, il n'y a pas de camp d'ombre. Les calcifications, c'est fixe. L'air, ça bouge. Vous allez faire l'écho, vous allez voir que ça bouge. C'est de l'air dans les voies biliaires. De l'air dans les branches portales, c'est la nécrose intestinale, toujours. Il n'y a pas une autre cause qui est dans ça. C'est la seule, the only one. Le diagnostic différentiel, c'est l'aérobilie, mais là, c'est un malade qui il a déjà été opéré, il a une dérivation biliodigestive, il a été sphinctérotomisé, il a une sphinctérotomie endoscopique, mais là, ce malade, il n'a pas tous ses antécédents. Les calcifications, c'est fixe et ça donne un camp d'ombre, mais l'aéroportie, dans le contexte, on est dans un contexte clinique. N'oubliez pas que le malade se tord de douleur. Le contexte clinique est très... L'aérobilie, le malade n'a pas mal. Les calcifications, le malade n'a pas mal. Il ne vient pas en urgence. Vous allez le découvrir de manière fortuite. Donc, c'est des diagnostics différentiels théoriques. Nous sommes dans un contexte clinique d'un malade qui a très mal, une douleur atroce, et vous faites l'écho, vous trouvez des images hyperéchogènes dans le foie. C'est l'aéroportie, beaucoup plus que les calcifications. Donc, n'oubliez pas cette troisième urgence où l'échographie est très informative. La thrombose portale. Beaucoup de malades vont venir vous voir pour une douleur aiguë de la région de l'hippocampe droit. Douleur aiguë, c'est une thrombose. Et bien sûr, n'oubliez pas cette urgence. L'échographie vous fait le diagnostic de manière simple. Donc, vous voyez, donc, je vais y aller rapidement. On cherche. Bien sûr, on est allé chercher une douleur biliaire au départ. Un malade qui a une douleur de l'hippocampe droit, mon première hypothèse, c'est la vésicule, c'est l'angiocolite. On cherche la vésicule, il n'y a rien. On cherche la voie biliaire, il n'y a rien. On cherche un abcès, il n'y a rien. Et hop, on voit le tramporte. N'oubliez pas le tramporte dans les douleurs aiguës abdominales de la région de l'hippocampe droit. Éliminez une origine biliaire, je suis d'accord. C'est l'origine biliaire en premier. Mais si j'ai un malade qui se plaint pour douleur de l'hippocampe droit, douleur aiguë, vous ne trouvez pas une douleur biliaire, n'oubliez pas l'origine vasculaire. Et la principale cause, c'est la thrombose du tramporte. Et vous allez voir chez ce malade qui est venu pour douleur, bien sûr, qu'est-ce qu'on trouve? Regardez le tramporte. Il est à contenu. Il est à contenu échogène, mes amis. Vous voyez, il y a un peu de sang ici, il y a un peu de sang ici, et tout le reste est comblé par du matériel échogène. Et lorsque vous allez faire le Doppler, l'échographie ne le rate pas, la thrombose. Ça ne rate pas. Mais il faut y penser. Il faut y penser devant une douleur abdominale aiguë de l'hypocondre droit. S'il n'est pas biliaire, il est vasculaire. Bien sûr, n'oubliez pas le rein aussi, parce que parfois, il y a des douleurs. Je vais chercher s'il n'y a pas une lithiase rénale, pas de colique néphritique, pas de colique hépatique, pas de lithiase de la voie biliaire principale. Attention, si vous n'avez pas ces trois chez un malade qui se tord de douleur ici, cherchez la thrombose portale. C'est la quatrième cause. C'est la quatrième cause d'une douleur de l'hypocondre droit aiguë. Et bien sûr, vous faites le Doppler, vous voyez la thrombose, on la voit très très bien. Et vous allez sauver le malade parce qu'immédiatement, c'est anticoagulant. Immédiatement, l'Ovenox ou Novex ou moi-même, c'est de l'hexanoparine pour ne pas donner de commerciaux, c'est de l'héparinothérapie par voie injectable, rapidement. Rapidement. Pourquoi? Quel est le risque? C'est l'extension vers la mésentérique, c'est l'ischémie aiguë. Imaginez que vous ne faites rien, vous ne faites pas de diagnostic, vous donnez un antispasmodique. Le malade part chez lui, il avait une thrombose portale, les choses vont bien, mais si on ne fait rien, il va y avoir une extension vers le confluent splénomésaréique. Si l'extension se fait vers la veine mésentérique, c'est l'ischémie mésentérique. Le malade va nécroser son intestin. Et d'ailleurs, chez ce malade, vous allez voir qu'il y a une extension vers la veine mésentérique. J'ai suivi le tramporte vers la veine, il y a une extension vers la veine mésentérique. Le malade a été hospitalisé en urgence et on a commencé donc l'anticoagulation à dose thérapeutique, l'héparine à dose thérapeutique, c'est-à-dire 0,8 x 2. Voilà. Donc n'oubliez pas cette urgence, l'échographie est très informative. Quand est-ce qu'il faut y penser? Je répète, douleur de l'hypocondre droit de type biliaire, une douleur atroce, chez un patient qui n'a pas de problème biliaire, qui n'a pas de problème de la vésicule, qui n'a pas de problème de la voie biliaire, et dans le rein droit, il n'y a rien. À ce moment-là, je vais me focaliser sur le tramporte.
C'est une urgence très importante et l'échographie fait le diagnostic. L'invagination intestinale aiguë. L'invagination intestinale aiguë. Un enfant, un adulte jeune qui se présente à vous avec une douleur abdominale, avec un syndrome subocclusif, avec au sang rectoragie. L'enfant fait la rectoragie, l'adulte ne fait pas de rectoragie. Douleur abdominale aiguë, syndrome subocclusif, l'échographie est le meilleur moyen. Hassan scanner, hassan min kull shay. L'échographie, c'est le meilleur examen pour faire le diagnostic de l'invagination. L'aspect de l'bsla, l'aspect de l'bsla. L'aspect de l'bsla, pour faire simple, c'est un aspect tourbillon. Regardez combien de couches il y a. 8 couches. Exactement. Échographiquement, image se forme donc de plusieurs couches, un aspect feuilleté, ce qu'on appelle un aspect feuilleté avec plusieurs couches. Et il faut y compter, il doit avoir minimum 8 couches. Si vous les comptez, ils sont au nombre de 8. Parce que c'est 4 fois 2. C'est invagination, la paroi de l'intestin fait à 4 couches. Ici, on aura 8 d'un côté et 8 de l'autre côté, parce qu'on a fait ça. On a invaginé, donc on a une double paroi. Donc au lieu d'avoir 4 couches, on aura 8 couches. Aspect feuilleté, avec, vous allez voir, il va y avoir des signes d'occlusion chez ce malade. Vous allez avoir une distension intestinale en amont, il va y avoir de la stase en amont. Donc, distension d'aisance, syndrome subocclusif, c'est-à-dire distension d'aisance, signe de lutte, stase intestinale, peut avoir un épanchement si ça a duré, et vous allez suivre l'intestin dilaté jusqu'au moment où vous allez trouver cette image, c'est là où il va y avoir de l'arrêt. Et je vous montre une vidéo. Il peut siéger n'importe où. Et généralement, c'est ici à tête. Généralement, c'est l'ilion. C'est le quadrant inférieur, c'est la fosse iliaque droite et le flanc droit. C'est souvent ici, en para-ombilical droit. Vous cherchez, regardez, il faut être systématique, vous cherchez tout l'abdomen. Mais souvent, vous allez trouver l'image ici. Pourquoi? Parce que c'est la jonque, c'est au niveau de l'ilion qu'il y a le plus souvent l'invagination. L'intestin s'invagine au niveau du ilion le plus souvent. Parfois, c'est iliocécal. L'invagination peut être ilio-iliale, peut être iliocécale. Peut être ilio-iliale, iliocécale. Donc finalement, c'est cette partie-là qu'il faudra explorer en premier. Et si vous faites la sonde ici, vous avez la stase, vous avez les signes d'occlusion, l'intestin distendu avec la stase et avec les signes de lutte. Je vous montre une vidéo d'une invagination très jolie, vous allez la voir, hein, très jolie. On coupe sagittale, ici vous avez la coupe trans, et vous allez ici, ça c'est la coupe trans, et ça c'est la coupe sagittale. Vous voyez la coupe sagittale, l'invagination? Et ça c'est la coupe trans. Voilà. Ça ne rate jamais. Et regardez l'épanchement, la souffrance. Vous voyez l'épanchement? Parce que c'est un enfant et il a traîné. Donc, il y a une souffrance intestinale en amont, parce que c'est un tableau d'occlusion finalement. C'est un tableau d'occlusion dont la cause est une invagination. L'échographie est reine dans cette histoire. Je dis bien, l'échographie est reine dans l'invagination. Et je suis sûr et certain que vous allez recevoir des enfants, surtout les enfants, en invagination dans vos cabinets un jour. Vous allez sûrement un jour recevoir quelqu'un qui est en invagination. Ne ratez pas le diagnostic en écho. Donc, à ce stade-là, est-ce que le lambobarité peut désinvaginer? Il peut désinvaginer, bien sûr. Et on peut désinvaginer. On fait une pause. Comment? C'est terminé. Ok. Les organisateurs nous disent qu'il y a une pause et on termine après. Si vous voulez qu'on continue, أنا ما عنديش جهد باش نكمل. أستاذ سي الوفي أنا je suis pour que je termine 1 et 2 حتى نكمل parce que c'est encore long. C'est une pause. Je termine directement. Là, on termine à quelle heure on doit vider la salle? À 10h15. Là, la pause, le premier groupe, il termine vers... Parce que là, le premier groupe, il termine à 10h15, j'ai vu sur le programme. La partie 2, il termine... Partie 2, il termine à quelle heure? Partie 2, parce que j'ai 2 parties. Partie 1, partie 2. Là, la deuxième.
La deuxième, il termine. أنا عارف programme. La deuxième, il termine. أعطينا أستاذ. لا, pour les deux groupes. Attendez. J'ai- Hein? Ah, d'autres personnes veulent rentrer. شنو نحبس صافي شنو donc on termine ici c'est ça on termine à 10h15 t'as vu à 10h15 on termine on prendra le deuxième groupe à 10h30 لا s'il vous plaît c'est organisé لا خلينا نديروا شوف سي وفي d'accord une seconde دابا نورمالمون لو طون ديالك راه سير ديال البروميير بارتي أييه. اريتي باش تبدا لا دوزيام بارتي دابا غنبدا la deuxième partie avec le même groupe il y a des gens non mais il y a des gens qui doivent rentrer maintenant nous avons الله يخليك maintenant nous avons terminé la première partie parce qu'il y a des gens qui doivent rentrer ici maintenant pour la deuxième partie يدخلوا si, محمد si vous êtes tous Inscrits, s'il vous plaît, si vous êtes tous inscrits pour les deux parties مرحبا. vous restez ok c'est ça donc on va ajouter les زيدوا الاخرين voilà parce que sinon ça va pas être possible donc on termine à 10h15 donc on va continuer jusqu'à 10h15 on n'arrête pas donc l'invagination c'est ça oui يلا سير d'accord ok Très bien. Donc, et regardez mes amis, la sensibilité de l'invagination. C'est la valeur prédictive négative, il est de 100%. Je ne connais pas un examen qui a ça. C'est-à-dire une échographie normale élimine une invagination intestinale. Élimine. Vous pouvez dire au patient, vous n'avez pas d'invagination sur l'échographie. Et bien sûr, on peut, la sensibilité 98%, chercher la cause, etc. Ça, c'est pas le problème. Vous savez que dans les invaginations, l'échographie a un deuxième avantage. Il y a l'invagination intestinale primitive, il y a l'invagination intestinale secondaire. Secondaire, c'est quoi? C'est souvent des polypes du grêle, des lipomes, des amartomes, souvent des tumeurs. L'intestin, il pousse, il n'arrive pas, et hop, il s'invagine sur l'obstacle. Donc l'échographie va vous faire le diagnostic de l'invagination, il va trouver la lésion au centre. Au lieu de trouver ici, c'est vide, au lieu de trouver ici du gaz, de l'air, vous allez trouver la masse, le polype. Vous allez trouver la masse. J'ai des images, mais je ne les ai pas mis, dommage. Donc, n'oubliez pas cette urgence échographique, c'est extraordinaire l'échographie. C'est très joli, c'est rapide. Et si vous faites un lavement, vous pouvez suivre la désinvagination. L'échographie est aussi un moyen pour surveiller. Vous faites un lavement et vous voyez l'intestin se désinvaginer devant vos yeux. Parce qu'avec le liquide, on voit mieux. Lorsqu'on va remplir avec de liquide, on voit mieux et on peut assister à la désinvagination. Oui. Là, vous êtes en train de montrer que l'échographie est une partie intégrante de la clinique. Indiscutable, Ustad. Je suis un fan de l'écho et je suis sûr et certain que l'échographie, vous êtes tous conscients, mes amis, que l'échographie, vous ne pouvez plus fonctionner sans l'écho dans vos cabinets. Zama smahli, tous les amis ici, ceux qui n'ont pas d'échographe, chériou, et après apprenez, vous allez apprendre énormément. L'appendicite, c'est une grande urgence et l'échographie est un moyen extraordinaire. D'autant plus, je vais vous rassurer, s'il est très difficile de trouver un appendice normal, il est très facile de trouver un appendice malade. ما تعقدوش لما لقيتوش un appendice normal. ما تقلقوش. Ça arrive à tout le monde, ça arrive même à moi, j'arrive pas à trouver parfois l'appendice normal. Mais sachez, lorsqu'il est malade, il est bouffé, c'est un boudin. La sonde qui est. Donc vous aurez du mal à trouver un appendice. Vous aurez du mal à trouver un appendice normal, mais vous aurez beaucoup de facilité à trouver un appendice malade. Donc je vous montre un appendice normal et je vous montre des appendices malades. L'appendice normal, il est là. Quelles sont les caractéristiques d'un appendice normal? Pour le trouver, il faut aller au niveau du point de McBurney. L'appendice, c'est celui-là. Comment on le cherche? Vous mettez la sonde au niveau de la région de la fosse iliaque droite. Vous cherchez le point de McBurney, là où le chirurgien fait son incision pour l'appendicectomie. Vous allez chercher
la dernière anse, le sécom. Sous la dernière anse, généralement, il passe ici, vous allez trouver une structure comme celle-là. Sa caractéristique principale, c'est 2 couches hypoécogènes, une antérieure, une postérieure, et de l'air au milieu, et une extrémité borne. Vous allez me dire, ça peut être une anse intestinale. Jamais. La grande différence entre l'appendice et les anses, l'appendice ne contracte pas. Apéristaltique. L'appendice, c'est un organe qui ne contracte pas. L'intestin grêle, il contracte en permanence. Donc, c'est une structure au niveau de la fosse iliaque droite, centrée par une lumière, bordée par 2 lignes hypoécogènes qui sont la musculeuse, sans péristaltisme. Je vais vous la montrer en cinétique. Regardez là, il est là. J'ai la paroi et en aucun moment, cette structure va contracter, va y avoir un péristaltisme. Normalement, si vous mesurez l'appendice de bout en bout, il ne doit jamais retenir cette mesure. Un appendice normal, si vous le mesurez de bout en bout, 3 mm ici, 3 mm ici, 6 mm. 6 mm. S'il dépasse 6 mm, c'est qu'il est malade. Deuxièmement, si cette ligne hyperécogène disparaît et il devient hypoécogène, c'est-à-dire liquidienne, c'est l'appendicite. Cette ligne doit être toujours remplie d'air, parce que l'appendice, il communique avec le sécom, donc il y a de l'air qui passe en permanence dans l'appendice. Si vous voyez un appendice où cette ligne devient hypoécogène liquidienne, c'est l'appendicite. Donc, structure apéristaltique au niveau de la région de la fosse iliaque droite. Deuxièmement, son diamètre de bout en bout ne dépasse jamais 6 mm. Et sa lumière est virtuelle. Il contient de l'air. S'il contient du liquide, c'est qu'elle est malade. Voilà. Donc, je vais peut-être passer au... La voici, on la voit très bien, son extrémité borne. C'est ça l'appendice. Ça, c'est la dernière anse. Je vous donne les structures. Qu'est-ce que je vois ici? Ça, c'est le muscle. Ça, c'est le péritoine pariétal. Ça, c'est la dernière anse. Et ça, c'est mon appendice. Vous voyez, il a une extrémité borne. Voilà. Maintenant, je vous montre le pathologique. Voilà l'aspect d'une appendicite. Vous mettez... Et deuxièmement, il y a quelque chose que j'ai... Il y a la douleur, le signe de la douleur au passage de la sonde. Vous mettez la sonde sur l'appendice, le malade, donc la douleur va vous montrer où est-ce qu'il est l'appendice. Avec votre sonde, vous palpez. Avec votre sonde, dès que le malade a mal, c'est là où vous allez trouver l'appendice. Et qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver cet aspect, le diamètre qui dépasse de loin les 6 mm, les 6 mm, avec une lumière qui n'est plus virtuelle, il y a de l'air, il y a du liquide. On peut trouver un stercolite, une lithiase avec un condom, ce qu'on appelle les stercolites. On peut avoir un épanchement, c'est déjà l'abcès appendiculaire. Donc, l'échographie ne rate pas un appendice malade. Il peut rater un appendice normal, mais ne rate pas un appendice malade. Donc, chez tout patient qui vient vous voir avec une douleur de la fosse iliaque droite, palpez avec la sonde, palpez avec la sonde. Le malade a mal, zgaf avec le place où il y a la douleur, le maximum de douleur. Et cherchez ce genre d'image, une structure qui est pleine de liquide, qui est en boudin. Il peut contenir une lithiase, ce qu'on appelle le stercolite, et il peut être entouré d'un épanchement liquidien, c'est déjà l'abcès appendiculaire. Deuxième signe très important, c'est que la graisse autour de l'appendice, généralement, il est hypoécogène. Dans l'appendicite, la graisse, il devient hyperécogène. C'est l'inflammation. Regardez. Tout ça, un point noir entouré par une gangue, c'est le péritoine, c'est le gendarme. C'est le gendarme qui vient pour bloquer au cas où il y a une fistule. C'est le gendarme. Donc, une appendicite, c'est une douleur, c'est une dilatation, c'est un contenu liquide, c'est un pourtour hyperécogène. Ce pourtour hyperécogène est très... le contraste pour mieux voir. Et il y a كحلة وكتكون مدورة بشحمة بيضاء, donc on arrive mieux à la voir. Incompressible, oui monsieur, je te l'accorde. Il ne devient plus compressible. Pourquoi? Parce qu'il est sous tension.
C'est un plastron qui est en train de se faire. On n'est pas encore au stade plastron. Au stade plastron, c'est lorsqu'on va avoir beaucoup de régions, tout le grand épiplan régit tmek. في الأول غير l'inflammation ديال le péritoine autour, le mésentère. C'est le mésentère qui s'inflamme. Il devient hyperéchogène et ça te permet à toi, échographie, d'avoir un bon contraste. Du blanc, du noir, on voit mieux. Vous voyez, c'est du blanc avec un trou noir. Lorsque vous voyez du blanc avec un trou noir, ça, c'est une appendicite aussi. C'était un aspect typique de l'appendicite, l'infiltration du mésentère autour d'appendice. N'oubliez pas le pourtour. Donc, on voit l'appendice et on voit ce qui l'entoure. C'est des signes qui ne trompent jamais. Je vais vous montrer un aspect très joli en vidéo. Voilà, l'infiltration autour, le trou noir avec du blanc autour. Vous voyez, tout est blanc. C'est très joli. Ce contraste blanc autour vous facilite la vie. Et je vais y aller. Vous voyez, l'infiltration mésentérique. Et là, je vais vous montrer donc l'aspect. Voilà, hop. Vous voyez l'appendice qui s'allonge, plein de liquide. Il n'y a plus la ligne hyperéchogène. Je mesure, je suis à 1,5 cm, blanc en antérieur, blanc en postérieur. Tous les ingrédients pour dire que le malade a une appendicite. Voilà comment on fait le diagnostic d'une appendicite à l'échographie. La diverticulite. La diverticulite, c'est quoi? C'est le tableau d'appendicite à gauche, cliniquement. Ici, j'ai une douleur, j'ai de la fièvre, j'ai une petite défense, je peux avoir même une petite contracture. Eh bien, la même chose à gauche, mais ici, c'est un sujet jeune, ici, c'est un sujet âgé. La différence, c'est l'âge. Ici, le tableau d'appendicite à gauche, j'ai un sujet âgé égal diverticulite. Ça ne trompe jamais, c'est toujours des sujets âgés. Donc, 99%, c'est des sujets âgés, rarement des jeunes. J'en ai vu, c'est des jeunes dernièrement, 40 ans, 50 ans, mais souvent, c'est des sujets au-delà de 65 ans. Comment on fait le diagnostic? Eh bien, le diagnostic, c'est très simple. Tout d'abord, le diverticule. Comment on voit le diverticule? Le diverticule, c'est une image. Ce que vous voyez ici, c'est le diverticule. Le diverticule, c'est une image hyperéchogène. Une image hyperéchogène au niveau de la musculeuse, c'est-à-dire la deuxième couche hypoéchogène, au plein paroi sigmoïdienne. En plein. Donc, il y a un épicissement de la paroi, une image hyperéchogène dans la paroi du sigmoïde. D'où il va venir cet air dans la paroi? C'est qu'il y a une poche dans la paroi, avec un condambre, un épicissement, aux dépens essentiellement de la musculeuse. Voilà le diverticule ici, il est là. Voilà le diverticule, elle est là. Donc, image hyperéchogène en plein paroi sigmoïdienne sur une paroi épaissie. Là aussi, vous aurez la douleur à la palpation. Dès que vous vous approchez du sigmoïde malade, le malade il va avoir mal. Et bien sûr, le sigmoïde ne contracte pas. Il est malade, il est inflammé, il est épaissi. Vous pouvez avoir aussi des épanchements autour. Vous pouvez avoir aussi un épanchement autour. Et là aussi, vous aurez la fameuse infiltration de la graisse autour. Chaque fois qu'un segment d'intestin est inflammé, le mésentère autour, il devient blanc. C'est ce qu'on appelle l'infiltration mésentérique. C'est un signe qui est présent dans le crâne, dans l'appendicite, dans la sigmoïdite. Chaque fois que l'intestin est inflammé, le mésentère autour, il devient comment? Il devient blanc. Et ça vous permet de voir la structure digestive. Pourquoi? Parce que vous aurez le contraste. Et ça, c'est un aspect qui ne trompe jamais aussi. Le tableau d'appendicite à gauche, avec un épicissement de la paroi, avec une image hyperéchogène dans la paroi, avec condambre, c'est comme une lithiase. Si vous voyez un aspect de lithiase, et ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce que le diverticule est fixe, il ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Vous allez revenir, vous allez trouver toujours dans le même lieu. Je vous montre une vidéo qui n'est pas la mienne. Les autres vidéos sont les miennes. Celle-là, elle n'est pas la mienne. Je l'ai prise, bien sûr, juste pour à démo parce que j'ai trouvé qu'elle est belle. Vous allez voir, nous sommes au niveau de la fosse iliaque gauche. On trouve un épicissement. Et hop, le diverticule. Vous l'avez vu? Il est là, le diverticule. Vous allez le voir. Épicissement de la paroi. Vous voyez le diverticule, de l'air dans la paroi. Il n'y a pas... On n'a pas de l'air dans la paroi généralement. Je reviens. Regardez là où il y a la flèche.
et vous allez voir, c'est le diverticule. Vous voyez le diverticule dans la paroi? Donc, un épaississement, la paroi qui devient toute noire, toute hypoécogène, une paroi du sigmoïde qui est hypoécogène, avec un sigmoïde qui ne contracte pas, un sigmoïde qui est entouré d'une graisse hyperécogène, avec un point hyperécogène dans cette paroi, avec un cône d'ombre, c'est une diverticulite. C'est très facile le diagnostic de la diverticulite, croyez-moi, c'est plus facile que le diagnostic de l'appendicite, parce que le sigmoïde est plus gros. Vous mettez la sonde, vous allez... Vraiment, ça se voit. Je vous dis des choses qui sont vraies. Je vous dis des choses qui sont vraies. Le diagnostic de la sigmoïdite, l'échographie ne le rate pas. Sensibilité, spécificité 95-98%. Et ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la littérature. Et c'est aussi mon expérience. Vous mettez la sonde, on le voit. Un tableau d'appendicite à gauche, vous mettez la sonde, vous trouvez un épaississement, vous trouvez un boudin. C'est un boudin que vous trouvez à gauche. C'est un boudin qui ne contracte pas. Et si vous arrivez à trouver le diverticule, c'est encore mieux. Si vous ne trouvez pas le diverticule, on s'en fout, c'est une sigmoïdite. Fièvre, douleur, chez un sujet âgé, à gauche, c'est une sigmoïdite. Échographie, un boudin, épaississement de la paroi. On trouve le diverticule, tant mieux. On ne trouve pas le diverticule. Si on arrive à trouver cette image dans la paroi, c'est le gâteau sur la cerise. Mais ce n'est pas obligatoire. Si vous n'arrivez pas à le trouver, bien sûr, vous allez faire un scanner, vous confirmez. Et bien sûr, vous mettez le malade sous... On peut avoir des diverticules partout dans le côlon. Moi, j'ai vu des malades en coloscopie où il y a des diverticules partout. Je t'assure, j'ai vu des diverticules. C'est souvent le sigmoïde et le côlon gauche, 90%. Mais des diverticules peuvent siéger partout au niveau du côlon. Partout. Partout. La cholécystite. Je pense, dans la cholécystite, sachez qu'il y a 3 types de cholécystite. De gravité croissante. L'échographie est capable de faire le diagnostic à 100%. La diverticulite, la sigmoïdite simple, la cholécystite simple, la cholécystite phlegmoneuse et la cholécystite gangréneuse. Je vous montre les aspects parce que c'est toujours le même aspect. Je montre les 3 aspects. Quelle est la différence? La première, c'est la cholécystite simple. La cholécystite simple, vous allez avoir l'épaississement qui dépasse 3-4 mm. Vous allez avoir, je vais y aller rapidement, vous allez avoir le calcul. Vous voyez, là, nous avons le calcul ici. Nous avons l'aspect de paroi en 3 couches. On va zoomer. Bien sûr, on zoome. Toujours, il faut zoomer. Voilà le calcul. On trouve l'épaississement. Le malade, bien sûr, a de la fièvre. Le malade a mal à droite. Le malade a une sensibilité, voire une défense à droite. Et lorsqu'on fait ça, on a l'épaississement. C'est la cholécystite simple. OK? Je vous montre parce que, hop, on voit très bien l'épaississement. Je pense que tout le monde est d'accord qu'il y a un épaississement de la paroi. Ça fait 8 mm ici, j'ai mesuré, ça fait 8 mm. L'aspect en triple couche, hyper, hypo, hyper. Généralement, la paroi, c'est une seule couche lorsqu'il n'est pas malade. Vous voyez, hyperécogène. Une seule couche, la paroi normale de la vésicule, une seule couche, hyperécogène, moins de 3 mm. On voit 3 couches, c'est qu'elle est malade. Si on voit 3 couches, c'est qu'elle est malade. Si on voit cet aspect, hyper, hypo, hyper, c'est une cholécystite, simple. Je passe au deuxième type de cholécystite. C'est la cholécystite phlegmoneuse. C'est quoi la cholécystite phlegmoneuse? Vous avez la lithiase, et vous avez cet aspect. Je vous laisse regarder. On va zoomer toujours, je vais aller zoomer. Déjà, l'épaississement est très important, vous l'avez remarqué. Et on n'a plus cet aspect en 3 couches. On a un aspect, vous allez le voir. Mazan, on va encore voir. Voilà, c'est ça ce que je voudrais que vous regardiez. Regardez cet aspect. En aspect millefeuille. C'est plus 3 couches, c'est un millefeuille. Hyper, hypo, hyper, hypo, hyper, hypo, hyper, hypo. Aspect feuilleté.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire papier de cigarette. Fesga. La paroi de la vésicule biliaire, fesga, c'est la cholécystite phlegmoneuse. Ça, il faut le dire au chirurgien. Il faut le dire au chirurgien. J'ai dit, vous dites au chirurgien que la paroi est épaissée et n'est plus en 3 feuillets. Elle est feuilletée, aspect millefeuille. Si vous avez un aspect millefeuille sur une cholécystite, il va perforer cette vésicule. Et vous dites au chirurgien, attention, parce que s'il doit l'opérer, il doit l'opérer avec beaucoup de douceur, c'est des sacs de plastique autour. Parce que c'est comme papier de cigarette, fesga, d'arik t'hel. C'est ce qu'on appelle la cholécystite phlegmoneuse. La cholécystite phlegmoneuse, c'est quoi? C'est une paroi épaissie, mais plus un épaississement en 3 feuillets, mais plusieurs couches. C'est un aspect feuilleté avec plusieurs couches. C'est de l'œdème intrapariétal. C'est de l'œdème. L'œdème qui il fait séparer cette paroi en plusieurs couches. Et bien sûr, la paroi, il fait 1 cm, 1,5 cm, et le malade a très mal. Et regardez cet aspect, il est pathognomonique d'une cholécystite phlegmoneuse. C'est très joli comme aspect. Gardez-le à l'esprit. Chaque fois que vous voyez une paroi comme celle-là, c'est une cholécystite phlegmoneuse. C'est de l'infiltration édémateuse. C'est de l'œdème qui infiltre, qui dissèque. Il va disséquer cette paroi. كينفخها بحال هكا تشد شي حاجه وتبيتها في الماء شد شي طرف اللحم ولا شي باروا ديال شي وبيتها في الماء وشوف الصباح تلقاها منفوخه. C'est exactement le même aspect. Ça, c'est l'aspect de la cholécystite phlegmoneuse. La cholécystite nécrosante, gangréneuse, quelle est la différence? Vous avez à avoir l'aspect de phlegmoneuse, mais par endroit, vous avez de la nécrose. Par endroit, vous avez hypoécogène, c'est-à-dire nécrose pariétale. C'est-à-dire, ici, il y a des petites couches et la bile sortira. C'est le même aspect que la cholécystite phlegmoneuse, mais par endroit, vous trouvez des foyers hypoécogènes. C'est du liquide, c'est de la nécrose pariétale. Et là, malheureusement, si on ne fait rien, c'est la perforation. Et vous voyez, ici, c'est déjà perforé. Vous voyez, la paroi ici a déjà perforé. Et il reste la séreuse, et sinon, ça va. Et heureusement que le péritoine est venu. Regardez le péritoine, regardez le fameux mésentère. Le blanc, c'est le mésentère, c'est le gendarme encore. Le gendarme est venu colmater. Il est venu colmater pour que, subhanallah, c'est incroyable. Chaque fois qu'il y a perforation, le gendarme vient pour que ça ne diffuse pas dans tout le péritoine. Donc, chaque fois que vous avez une inflammation, le mésentère, le péritoine vient colmater la brèche pour pouvoir éviter la péritonite. Et si vous opérez, voilà les foyers de nécrose, ce qui est noirâtre ici, c'est de la nécrose. L'échographie permet de faire le diagnostic de la cholécystite sur l'épaississement pariétal, sur la présence de calcul ou pas de calcul. Ça peut être une cholécystite alithiasique, la cholécystite ischémique, la cholécystite infectieuse, la cholécystite virale, le BV essentiellement, l'hépatite A, l'hépatite B. Tous les virus peuvent donner une cholécystite. L'ischémie, important, n'oubliez pas les cholécystites ischémiques, les cholécystites infectieuses. Et bien sûr, la lithiasique, c'est 98%. Un calcul, épaississement de la paroi. L'échographie va au-delà du diagnostic. Il est pronostique. Un aspect en 3 feuillets, c'est une cholécystite simple. Un aspect en plusieurs feuillets, c'est de la cholécystite phlegmoneuse. Un aspect en plusieurs feuillets avec des foyers hypoécogènes, c'est de la cholécystite gangréneuse. Et tout ça est corrélé au pronostic et à l'urgence, bien sûr, une cholécystite phlegmoneuse ou gangréneuse, on doit le dire au chirurgien. Et lorsqu'il opère, il doit faire attention parce qu'il peut avoir une rupture en paire opératoire. Comment? Ah, c'est obligatoire, c'est indiscutable. Indiscutable. Il faut absolument voir s'il n'y a pas un calcul dans le voie biliaire principal, c'est tout à fait d'accord. Voilà les critères de gravité d'une cholécystite. Le contenu échogène, l'aspect feuilleté de la paroi, les liquides pérévésiculaires, c'est déjà la rupture, et un aspect infiltré de la graisse pérévésiculaire, c'est-à-dire l'inflammation, c'est-à-dire qu'il y a eu une petite rupture quelque part, et le mésentère vient colmater et faire un plastron pour que ça ne fuse pas dans tout l'abdomen. Donc l'échographie, intérêt diagnostique et intérêt pronostic aussi. L'abcès du foie. L'abcès du foie, c'est quoi? C'est une image hypoéchogène avec renforcement postérieur chez un malade qui a de la fièvre et qui a une douleur d'hypocondroie avec un signe d'ébraulement positif. Vous le palpez, une
va souffrir, il a de la fièvre, hyperleucocytose. Vous faites l'écho, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez une image hypoéchogène, le renforcement postérieur, le contexte clinique, il est très important, il est évocateur. Pourquoi? Parce qu'il nous permet. L'échographie aura l'intérêt de vous perdre une ponction. Vous voyez l'aiguille qui est descendue? Regardez ici, j'ai mis une aiguille. Vous voyez, j'ai mis une aiguille ici. Je vais vous la montrer. Vous voyez l'aiguille qui vient, hop, on rentre pour avoir le diagnostic de certitude, pour voir est-ce que c'est abcès bactérien ou amibien. Bactérien, c'est puis chocolat. Bactérien, c'est jaunâtre ou verdâtre. Le contexte, vous voyez l'aiguille, elle est là. Le contexte clinique aussi important. Un malade qui n'a pas de fièvre, qui a un abcès, c'est parasitaire. Un malade qui a de la fièvre, c'est plutôt bactérien. Et c'est la ponction qui fera la différence. Chocolat, c'est amibien. Verdâtre, jaunâtre, c'est bactérien. Et c'est rare que vous allez trouver la bactérie ou le germe. Toujours, c'est négatif. Et c'est la ponction qui est le traitement idéal, miracle. Le malade est ponctionné, il quittera le lendemain sous antibiotiques. On n'hospitalise plus ces malades. Regardez, c'est un abcès qui est comment? Qui est amibien. Pourquoi? Parce qu'il est couleur chocolat. Et vous voyez qu'après 5 minutes, le malade n'a plus d'abcès. Et il sort sous métronidazole et il peut même sortir le jour même. Un abcès amibien, je le sors le jour même. Je le ponctionne le matin et le soir, il part chez lui. Vous voyez? Donc, l'échographie, dans l'abcès, il a 2 intérêts. Un, diagnostic, et deuxièmement, thérapeutique. Est-ce qu'on fait un scanner? Non, on ne fait pas de scanner. On ne fait pas de scan chez ce malade. On fait scan quand? Lorsque on a un abcès qui correspond à une tumeur. On ne sait pas est-ce que c'est une tumeur, ce qu'on appelle l'abcès en phase présuppurative. Il n'a pas encore collecté. Un abcès non collecté, vous faites le scanner, il va vous aider. Mais un abcès collecté, le scanner, moi, je ne le fais pas. Je fais directement la ponction et j'aurai le diagnostic à l'aiguille qui permettra de faire le diagnostic et le traitement en même temps. L'échographie permet aussi de faire le drainage d'un abcès. Voilà un énorme abcès. Un énorme abcès. Regardez-le, il est énorme cet abcès. Et cette fois-ci, puisque il est énorme, on ne va pas ponctionner, on va mettre un drain dedans. Donc l'échographie a un intérêt diagnostique dans les urgences et un intérêt thérapeutique. Voilà le cathéter. On met un cathéter en queue de cochon avec plusieurs trous. Donc vous voyez un champ, c'est sous anesthésie locale, dans une salle d'échographie, sans anesthésie générale. Le drain en queue de cochon, il est là. On fait l'anesthésie locale. On fait une petite moucheture par une lame de bistouri numéro 11. On prend notre drain, sous contrôle échographique, je mets mon drain dans la collection, je retire mon drain, je laisse, vous voyez, je regarde très bien, je fais tout ça sous contrôle. Voilà, je retire mon drain, je ponctionne, c'est de la bile infectée, donc c'est un bilome infecté. Parce que le malade a été cholestectomisé ça fait 15 jours. Donc, c'est une complication post-opératoire. Là, on est en train de serrer pour que ça soit le queue de cochon. Le drain. Vous voyez le queue de cochon, le cercle, c'est le cathéter qui fait un cercle pour qu'il ne sorte plus. Parce qu'on fait un. Et je peux l'ouvrir, je peux le fermer quand je veux. Et voilà, on a retiré 800 cc de bile infectée. L'échographie a permis, de faire le diagnostic de l'abcès. Il a permis de drainer l'abcès, et ça se fait en 10 minutes. Et le malade sort le lendemain aussi. Voilà, c'est comme si on a opéré le malade. Regardez, on a retiré 800 cc de bile infectée. Donc, l'échographie est un outil extraordinaire dans les urgences abdominales, c'est surtout dans l'abcès du foie. Il permet le diagnostic, il permet le traitement, soit ponction, soit drainage. Souvent, c'est la ponction, c'est rarement qu'on draine. Mais lorsque c'est gros et ça récidive, on fait un drain. Sinon, la ponction et c'est tout. Voilà un malade qui avait 2 abcès. On a mis 2 drains. Le malade n'a pas été opéré, parce que c'est un malade qui avait 82 ans. Je me rappelle bien de ce malade. Ce sont 2 abcès qui ne communiquent pas. On a mis 2 drains sous échographie. Le malade, au bout de 5 jours, il est sorti sans qu'il soit opéré. Avant, on opérait ces malades. La pancréatite aiguë, c'est une grande urgence abdominale. C'est une grande urgence abdominale. Quel est l'apport de l'écho? Le diagnostic n'est pas échographique, le diagnostic est clinico-biologique. Pancréatite aiguë, toute douleur abdominale aiguë avec une lipase supérieure à 3 fois la normale. Oubliez l'amylase, ne demandez plus d'amylase. L'amylase ne sert à rien du tout.
Je le dis et je le redis parce que je vois encore des gens qui demandent l'amylase. Ne demandez plus l'amylase pour le diagnostic de la pancréatite aiguë. Demandez la lipase. La lipase seule. Ah oui. La lipase peut être augmentée dans plusieurs pathologies. En post-opératoire, faites une lipasémie à des gens qui sont opérés. Vous allez trouver que c'est élevé. La pancréatite aiguë, c'est une douleur abdominale aiguë associée à une lipasémie supérieure à 3 fois la normale. C'est plus de 3 fois la normale. À 2 fois, non, c'est 3 fois la normale. Quel est l'apport de l'écho? L'apport de l'écho, il est intéressant. Il peut faire le diagnostic. Ne demandez jamais le scanner le jour même. Demandez le scanner au 3e jour de la douleur. Parce que vous allez toujours le refaire au 3e jour pour avoir votre classification pronostique. Ne demandez jamais le scanner le jour même de l'admission du malade. Faites une échographie le jour de l'admission du malade. Parce que l'échographie va vous faire le diagnostic et va chercher l'étiologie biliaire. 80% la pancréatite, il est biliaire. Vous allez trouver un calcul, vous allez trouver une vésicule lithiasique. Le scanner, on le demande à J72, 3 jours après. Il faut dire, maintenant tout le monde, je pense qu'il commence à avoir cette notion, ne faites pas le scanner à l'admission des malades, ça ne sert à rien. Faites le scanner à J3. À l'admission, l'hypasémie, échographie. Bien sûr, on fera le bilan général, surtout la CRP, l'ionogramme pour voir le retentissement général. Et qu'est-ce qu'il montre l'écho? L'écho, il montre 3 stades. 3 stades à l'échographie. La pancréatite œdémateuse, le pancréas devient noir. Généralement, le pancréas, il est blanc, il est échogène parce que c'est de la graisse. Généralement, le pancréas est hyperéchogène. Si vous voyez un pancréas augmenté de volume et noir, c'est la pancréatite débutante, œdémateuse. Si vous voyez des foyers de nécrose, c'est un stade avancé. Si vous voyez hyper et hypo, c'est que ça commence à nécroser. Donc, l'augmentation du volume, l'échogénicité définit la pancréatite sur le plan échographique. Et bien sûr, le scanner est obligatoire. Il permet de trouver des complications à moyen terme. Et vous voyez ici un énorme focus du pancréas. Ça, il faut l'attendre chez les pancréatites graves. Un malade qui fait une pancréatite grave, dans 60% des cas, il fera ça. Et ce n'est pas une raison pour l'opérer. Ça peut disparaître. Et ça disparaît dans 90% sans aucun traitement. Un focus du pancréas asymptomatique, il est à respecter. Et dans mon expérience personnelle, c'est des malades qui évoluent très bien sans rien faire. Quand est-ce qu'on va les opérer? Dans 3 situations. Pas les opérer, leur faire une dérivation. C'est nous qui les traitons, ces malades. On rentre dans l'estomac, on voit la compression sous écho-endo, on va entrer un cathéter en double queue de cochon et on draine le liquide de l'estomac, du kyste vers l'estomac et le malade est guéri. Donc on a fait une dérivation kysto-gastrique. La dérivation kysto-gastrique par voie endoscopique. C'est le traitement moderne de ce genre de situation. Mais on ne le fait pas pour tous les malades. On le fait pour 5-6% des malades qui vont au bout de 6 mois. C'est au bout de 6 mois que ça va disparaître. Si ça s'infecte, on le draine. Si ça comprime, on le draine. Si c'est très douloureux, on le draine. Mais souvent, on ne fait rien. Un focus du pancréas, on ne fait rien. L'échographie va vous permettre de faire le diagnostic et de faire la surveillance. Après, j'ai un deck une fois tous les 2-3 mois pour une échographie. Et vous allez annoncer aux patients le plaisir de voir que la taille ne fait que régresser au fur et à mesure. Avant, on sautait dessus. Les chirurgiens font les dérivations kystogastriques. Les endoscopistes ont fait les dérivations kystogastriques par voie endoscopique. Aujourd'hui, non, on dit ne faites rien. Laissez Dieu arranger les choses. Et Dieu arrange toujours les choses. Dans 95% dans ces situations, j'ai suivi une dizaine de malades. Une dizaine de malades. Il n'y a pas une semaine où je reçois 2 pancréatites aiguës. D'abord, la pancréatite aiguë lithiasique est très fréquente au Maroc. كل سيمانة عندي جوج. كل سيمانة عندي جوج. Je sors des urgences abdominales, digestives. La rétention aiguë d'urine, l'échographie, c'est formidable. Une douleur abdominale aiguë. Un malade qui se tord de douleur agitée, bien sûr, vous allez l'examiner, vous allez avoir mal. Vous faites l'écho, vous avez votre globe vésicale, vous faites une sonde vésicale, vous sauvez le malade. Donc ça, c'est un diagnostic simple à l'écho. La colique néphritique, la même chose. Dilatation calicielle, avec un calcul, je pense que l'échographie est remplaçable dans la colique néphritique. Et ça amène beaucoup de malades à consulter. Donc, n'oubliez pas d'examiner les reins lorsqu'il y a une douleur. Parce que le malade, donc faites une écho.
Et regardez les deux reins dans les urgences abdominales. La colique néphritique, vous avez vu que c'est 6% des urgences qui amènent les malades à consulter. Et ça, c'est l'échographie. C'est l'échographie, vous aurez le diagnostic. L'hydronéphrose. L'hydronéphrose, bien sûr, c'est clair. Vous voyez la dilatation du groupe calicin supérieur, moyen, inférieur, la dilatation urétérale et le calcul qui bloque. Donc, 1, il te fait le diagnostic. 2, il te donnera donc la cause. Et souvent, il faut aller chercher aussi au niveau pelvien parce que ça peut être aussi un cancer chez la femme de l'ovaire ou de l'utérus qui en veille. La pyonéphrose, une maladie fébrile, au lieu d'avoir, regardez ici, c'est transsonique. C'est transsonique, c'est tout noir. Si c'est purulent, ça va devenir échogène. Vous voyez, c'est échogène. Vous voyez, c'est scintillation. Dès qu'un liquide devient, ça scintille comme ça, c'est purulent. C'est purulent ou là, c'est mucineux, tril. Dans le foie, si j'ai une image liquidienne comme ça, je dirais soit c'est un abcès, soit c'est un kyste mucineux ou un cystadénome. C'est-à-dire, c'est un liquide qui est épais. Ce n'est pas le liquide que vous avez l'habitude de voir transsonique. Donc, ça, c'est une pyonéphrose. Bien sûr, la clinique, le malade, il est fébrile. L'abcès rénal, ça, c'est clair. Hein, le malade va avoir mal, fébrile, et vous trouvez une image comme ça. La pyélonéphrite aiguë. Qu'est-ce qu'il montre l'écho? Le rein va devenir globuleux. Il augmente de taille. Il va y avoir une différenciation. La médulaire devient hypoéchogène. La médulaire qui est hyperéchogène, dont la pyélonéphrite aiguë devient à cause de l'œdème, à cause de l'infiltration œdémateuse. Donc le rein va augmenter de taille. La médulaire va devenir hypoéchogène. Donc on va avoir une différenciation. On n'a plus cette corticale hypoéchogène, cette médulaire hyperéchogène. On va avoir tout noir. Donc un rein qui augmente de volume, tout noir, dans un contexte de douleur et de fièvre, c'est une pyélonéphrite aiguë. Et vous pouvez avoir de l'air dans le rein. C'est ce qu'on appelle la pyélonéphrite aiguë emphysémateuse. Ça, c'est grave. Si vous avez de l'air dans le rein, ça, je ne l'ai pas dit, on peut voir aussi de l'air dans la vésicule biliaire. On peut avoir de l'air dans les cholécystites à germe anaérobie, le perfringens en l'occurrence. De l'air dans les voies biliaires, exactement. Ou là, une fistule, hein, c'est une cholécystite rompue. Les urgences vasculaires, juste pour ne pas les rater, l'anévrisme, généralement, il ne faut jamais avoir plus de 3 cm. Plus de 3 cm définit un anévrisme de l'aorte. L'anévrisme, il peut thromboser. Il peut thromboser. C'est le chenal à l'intérieur. La thrombose, elle est là. La paroi, elle est là. Et tout ça, c'est de la thrombose. C'est une complication. Donc, un anévrisme peut thromboser l'aspect, c'est ça. Et il faut le savoir parce que c'est une complication gravissime. Il peut se rompre. Il va se rompre ici ou ici. Ce qu'on appelle la soufflure. L'échographie ne le rate pas. Si vous avez une soufflure, c'est une pré-rupture. Ce n'est pas encore rompu, c'est une pré-rupture. Et il peut se rompre, malheureusement, et vous aurez du liquide qui passe ici, vous le voyez, il est là, et le liquide qui entoure l'aorte. Une grande urgence abdominale, c'est la dissection de l'aorte. L'aspect est simple et pathognomonique. Simple, pathognomonique. C'est quoi? C'est une douleur atroce, c'est des peaux faibles ou abolies, et vous faites l'écho, et vous trouvez cet aspect. Je vous assure que c'est... parce que je vois vraiment la wahda. L'aspect de la dissection, c'est ça. Vous voyez l'intima, c'est cette ligne. Le sang, il passe entre... Ça, c'est l'intima qui se décolle. Une membrane qui flotte au sein de l'aorte. C'est l'intima. Donc, c'est une intima qui est complètement décollée. Un malade qui a mal, dont les poussants faibles ou abolis, vous faites l'échographie, vous trouvez une membrane qui flotte dans l'aorte, ça, c'est votre diagnostic de rentrez cet aspect-là. C'est la dissection de l'aorte. Si vous voyez ça, c'est l'extrême urgence des urgences, vous appelez un vasculaire. Et je termine parce que je dois terminer à 10h15, la péricardite aiguë. C'est la 6e coupe dans le fast écho. Épigastre, vous visez les cavités cardiaques. Vous avez la pointe ici, le septum, le ventricule gauche, le ventricule droit, l'oreillette gauche, l'oreillette droite. Ce qui est à côté du foie, c'est le cœur droit. Ce qui est loin du foie, c'est le cœur gauche. Simple. Ce qui est accolé au foie, c'est le cœur droit. Ce qui est loin du foie, c'est le cœur gauche. Donc ici, c'est l'oreillette gauche, l'oreillette droite, le ventricule droit, et le péricarde, vous voyez qu'il n'y a rien autour.
Entre le foie et le péricarde, il n'y a rien. Le foie, le segment 2, il est accolé aux cavités cardiaques. Il n'y a rien qui sépare le foie gauche des cavités cardiaques. S'il y a une péricardite, et ça c'est aussi un diagnostic facile pour everybody, c'est très simple. Vous allez avoir ça. Le cœur, le péricarde, il est là. Le myocarde, il est là. Et entre les deux, vous avez du liquide. Ça, c'est juste un coup de sang, c'est 2 minutes. Un malade qui a une douleur thoracique, la péricardite, c'est une douleur thoracique, avec ou sans dyspnée. Vous faites l'écho, vous trouvez un péricarde qui est entouré de liquide, c'est une péricardite aiguë, et c'est à l'échographie, c'est ici. C'est fast écho. Fast écho. Ça, c'est grave. Pourquoi? Parce que c'est la tamponnade. Vous voyez le cœur qui est écrasé. Regardez le cœur droit, le cœur gauche. Il ne se fait pas se faire faire. Pourquoi? Parce qu'il a une pression élevée. Mais regardez le cœur droit, le pauvre. Il est complètement affaissé. Mais le cœur droit, c'est celui qui va remplir le cœur gauche après. Donc, à la longue, même le cœur gauche va s'affaisser et le malade va avoir le collapsus, il va mourir. L'échographie a un intérêt majeur. Sous écho, je prends une intranule, je rentre, je vide. Ça, il faut le faire rapidement. Une intranule grise, écho, 4e espace, et vous piquez, et vous videz. C'est du liquide sérohématique, souvent c'est un hémothorax, un hémopéricarde ou un pyopéricarde. Ici, il faut absolument mettre une intranule grise pour vider, sinon le malade va mourir. Il faut que le cœur droit se remplisse pour pouvoir remplir le cœur gauche après. Donc l'échographie aura fait le diagnostic, il vous aura permis de vider et de drainer cette péricardite. Voilà. Le pneumothorax. Un malade qui vient en urgence, dyspnée, agité, hypoxique, polypnéique. Vous faites une écho, vous trouvez la même chose, pneumopéritoine, c'est ligne parallèle. Vous mettez ici la plèvre, chez un monsieur normal, c'est une seule ligne. Vous voyez juste ça. C'est tout ce que vous voyez. Faites-le. Si j'avais le mannequin, je l'aurais fait. Vous allez trouver une ligne. Mais si il y a de l'air dans la plèvre, vous allez avoir comme l'aspect que je vous ai montré du pneumopéritoine. Donc, le pneumothorax, c'est l'image harmonique. Plusieurs lignes hyperéchogènes parallèles, ici ou ici. Et la pleurésie, je vous ai dit la dernière fois, vous cherchez le diaphragme, ça c'est le foie, ça c'est le diaphragme, et entre le foie, ça c'est le diaphragme, et vous voyez le liquide à ce niveau-là, autour du foie, donc c'est de la plèvre. Je vous ai montré comment chercher donc, cet aspect, et moi, toutes mes ponctions pleurales, je les fais moi-même, je les fais sous écho, et je demande à mes amis pneumos d'apprendre à le faire. Faire un drainage thoracique, faire une ponction pleurale sous écho, c'est un jeu d'enfant. Sous échographie, vous mettez l'aiguille, vous voyez, vous contrôlez. Vous n'allez pas aller vers le poumon, vous allez vers le liquide. Parfois on veut faire une ponction pleurale, on tombe sur le poumon, parce qu'on ne voit pas. La ponction pleurale doit être faite sous écho. Le drainage thoracique doit être fait sous écho. C'est comme ça que je le fais. Et je le fais écho-guidé, bien sûr, parce que je vois très bien. Je rentre par là et je mets mon aiguille ici. Je ne touche pas le foie, je ne touche pas le poumon qui est derrière. C'est incroyable l'échographie. L'échographie est un outil, diagnostic est un outil thérapeutique. Voilà, je vous remercie et je dois terminer parce que...